بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. Nous allons entamer une série de conférences portant sur, le contentieux social. Bien sûr, lorsqu'on parle du contentieux social, on parle soit de conflits individuels ou de conflits collectifs. Mais en première partie, on va se limiter aux conflits individuels pour en parler après du conflit collectif. Alors, lorsqu'on parle du contentieux, la base, en général, c'est les règles de fond et les règles de procédure, la compétence, la procédure à entamer devant les tribunaux. Tout ça, c'est très important. Mais le point de départ, c'est la loi 65-99 formant Code du travail. Dans cette loi, il y a une application, c'est pour cela que j'ai décidé de consacrer la première séance à une introduction générale pour définir les caractéristiques de cette loi, parce que en maîtrisant les outils et la nature juridique de la règle de droit, on maîtrise aussi la procédure et la compétence. Et on maîtrise enfin le rôle de juge, parce que le juge, des fois, on a dans le droit civil, c'est les parties qui dirigent l'action. En matière pénale, c'est le juge qui dirige le procès. Mais en droit du travail, on est confronté, des fois, on est en face d'une magistrature un peu protectrice parce qu'il y a un déséquilibre entre deux parties, à savoir le salarié et l'employeur. L'employeur qui a la possession des outils et du capital du travail, et le salarié qui exécute les ordres de l'employeur dans le cadre d'un lien de subordination, ce qui rend cette relation un peu déséquilibrée. Donc pour l'équilibrer, c'est ça le rôle de juge, bien sûr. Alors dans ce code, on remarque que le législateur marocain a appliqué les normes ou a veillé sur l'application des normes fondamentales. Parmi ces normes fondamentales, la liberté syndicale et la négociation collective. Bien sûr, le droit de créer des syndicats professionnels, le droit d'adhérer à un syndicat professionnel, c'est un droit constitutionnel. Et toute atteinte à ce droit est, bien sûr, est un délit d'entrave. Donc c'est pour cela que cette règle fondamentale est très importante et va être confirmée, bien sûr, par l'adoption de la loi sur la grève. L'interdiction, il applique aussi le deuxième principe, c'est l'interdiction du travail forcé. Donc il a l'abolition carrément du travail forcé, donc on ne peut pas obliger une personne à travailler. C'est pour cela que dans la Constitution, on parle de la liberté du travail, et cette liberté consiste à ce que toute personne a le droit de travailler, mais on ne peut pas obliger une personne à travailler. L'égalité et la non-discrimination, c'est qu'il est consacré par l'article 9 du Code du travail. Donc aucune discrimination n'est possible lorsqu'il est lié à la race, à la couleur, à l'appartenance sociale, et les salariés doivent être traités sur le même pied d'égalité quant à l'embauche, aux conditions du travail, au salaire et aux mesures, surtout aux mesures disciplinaires. L'élimination de travail des enfants et l'organisation, l'adoption de l'âge limite du travail qui est lié à l'âge des obligations scolaires. Donc le législateur marocain a écarté, a éliminé carrément, bien sûr, en ratifiant la Convention internationale, le travail des enfants. Un grand apport, bien sûr, de la jurisprudence, on en parlera après, parce que le Code du travail, lorsqu'il est adopté, il y a énormément de cas qui sont laissés à l'appréciation de juges. Donc on remarquera que la jurisprudence joue un rôle très important dans l'application du Code du travail, surtout que le juge doit toujours interpréter tout lorsqu'il y a un doute. Tout doute, il doit être interprété en faveur du
salariés. Et aussi dans le cadre de l'application de ces principes fondamentaux, le principe de faveur, ce principe de faveur que l'on considère comme l'ADN du droit du travail. L'ADN du droit du travail, ça veut dire lorsqu'il y a une contradiction entre la loi et le code du travail, bien sûr, on adopte la situation la plus avantageuse aux salariés parce que, comme on expliquera tout à l'heure, que le droit du travail est un droit d'ordre public relatif. Ça veut dire on ne peut pas baisser la barre, mais tout ce qui est au-dessus du code du travail il sera qualifié comme des avantages accordés aux salariés et ces avantages risquent d'être qualifiés comme des droits acquis et seront protégés bien sûr par le code du par le juge en cas de conflit bien sûr individuel. Là aussi, parmi les principes qu'on doit respecter en matière de législation du travail, c'est le respect de la procédure. Le respect de la procédure est très très important. Pourquoi? Parce que en cas de licenciement, par exemple, on parle de licenciement nul, on parle de licenciement abusif, mais on parle aussi de licenciement qui est irrégulier. Licenciement irrégulier lorsqu'on ne respecte pas la procédure des articles 62 et suivants. Donc le non-respect de la procédure rend le licenciement irrégulier et oblige l'employeur à payer l'indemnité légale de licenciement, le préavis, le dommage et intérêt aux salariés. Ça veut dire toute règle qui ne se base pas sur une procédure qui est respectée, elle entraîne automatiquement la nullité de la procédure entamée en cas de licenciement. Donc le formalisme pesant est un moyen de protection par rapport aux salariés. Donc il ne suffit pas de dire tout simplement le respect de l'article 62, mais le respect à la lettre de l'article 62 et suivant, ça veut dire la convocation du salarié en cas de licenciement, un entretien préalable, bien sûr dans les 8 jours, et la lettre de convocation, il doit être clair et sans équivoque, et bien sûr le PV de l'entretien préalable, il doit être rédigé d'une manière qui est équitable, à savoir que le salarié a été convoqué, le salarié a été informé de son droit de se faire assister par un délégué du personnel ou un délégué syndical de son choix, et le salarié, bien sûr, a eu l'occasion bien sûr, de se justifier ou d'expliquer, bien sûr, ou de contester le motif de licenciement parce que le tribunal ne prendra en considération que le motif adressé dans la lettre de convocation et le motif bien sûr, qui est consigné dans le PV d'audition. S'il y a une contradiction, il sera interprété en faveur du salarié et on doit envoyer la lettre au salarié dans un délai de 48 heures. On doit mentionner le délai de forclusion, à savoir le délai de contestation, bien sûr, de licenciement, à savoir le délai de 90 jours. Donc vous remarquez là, c'est juste un exemple, que si on ne respecte pas la procédure, automatiquement le licenciement est régulier. Même si la cause, ou même si le motif de licenciement est une cause réelle et sérieuse. Mais du moment que la procédure n'est pas respectée, le licenciement devient irrégulier. Alors, aussi dans le Code du travail, parmi les principes fondamentaux du Code du travail, c'est le renforcement du rôle des institutions représentatives de personnel. Bien sûr, qu'à savoir les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Les délégués du personnel, leur champ d'intervention se limite bien sûr aux réclamations. Par contre, les délégués syndicaux, c'est les revendications. Donc c'est pour cela que quelques auteurs disent lorsque le chef d'entreprise respecte la loi à la lettre dans son entreprise, le délégué du personnel n'a que les yeux pour regarder et les oreilles pour écouter. Mais par contre, le délégué syndical, il peut demander les yeux de la tête, il peut demander la tête entière. C'est dans le cadre d'un contrepoids, c'est au cadre d'une négociation. Donc, mais le législateur a renforcé le rôle de ces institutions parce qu'ils sont là dans le cadre de toute restructuration, ils sont là dans le licenciement et toute mesure disciplinaire contre les salariés protégés, savoir surtout les délégués du personnel, les délégués syndicaux. Ils sont là dans le cadre,
pardon, ils sont là dans le cadre de licenciement pour motif économique ou restructuration de l'entreprise. Ils sont là en cas, bien sûr, d'accident de travail et dans les rapports qui sont adoptés, ils ont un rôle à jouer, bien sûr, pour éviter les licenciements en cas de problèmes économiques, en cas de réduction de la durée du travail, en cas de fermeture de l'entreprise. Donc ils ont un rôle très très important. Ils sont partie prenante au niveau de l'entreprise en général. Alors lors de la procédure de, de règlement de conflit du travail, il y a des règles qui doivent être prises en considération. Parce que lorsqu'on parle des normes, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vous disent tu as signé le contrat de travail, c'est fini. Non, c'est pas fini. Parce que le contrat de travail, il est dans le bas d'échelle comme source de droits et d'obligations par rapport aux salariés, à l'employeur. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a un déséquilibre, le contrat risque d'être un contrat d'adhésion. Donc le salarié, des fois, parce que le demandeur d'emploi, donc automatiquement, son premier emploi, il ne peut pas négocier un contrat de travail. C'est pour cela que le législateur a, bien sûr, a exigé le respect des normes juridiques, des normes, lorsqu'on parle de la hiérarchie des normes. Donc, ils doivent être prises en considération. La première norme à prendre en considération, c'est la Constitution, parce qu'il y a des règles qu'on trouve au niveau de la Constitution. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la liberté du travail, on a parlé de la liberté syndicale, on a parlé de la liberté d'expression, on a parlé des droits qui sont liés à la personne, donc qui sont la protection de la vie privée. Donc, c'est des droits qui sont, bien sûr, reconnus par la Constitution, et on verra lorsqu'on parlera de quelques exemples de clauses qu'on trouve dans les contrats de travail et qui étaient à la base de conflits, à savoir surtout la clause de non-concurrence. Le Code du travail, donc après la Constitution, parce qu'aucune règle ne peut contredire la Constitution, c'est le texte suprême. Après la Constitution, nous avons le Code du travail. Bien sûr, le Code du travail, elle délimite le champ des droits, c'est la sphère protégée de la loi. C'est la sphère protégée de la loi et qui réglemente la relation entre employeurs et salariés. Ça veut dire à partir de l'embauche jusqu'aux conditions du travail, jusqu'au licenciement et bien sûr aux accidents de travail, maladies professionnelles. Donc même s'il y a un renvoi, bien sûr, vers des textes spéciaux par rapport aux AT et aux MP. Les conventions collectives, pourquoi la convention collective? La convention collective ne peut qu'apporter un plus aux salariés, mais c'est une source. Donc toute règle insérée dans une convention collective, bien sûr, est fait foi et doit être respectée. Après la convention collective, on a le règlement intérieur. Le règlement intérieur, il est très important. Et c'est une obligation pour toute entreprise employant 10 salariés. Lorsqu'on parle de 10 salariés, faites attention, on parle des CDD et des CDI. Parce que les contrats de travail temporaires, c'est les CTT, ils dépendent de l'entreprise de travail temporaire, pas de l'entreprise utilisatrice. Donc, le règlement intérieur, toute règle insérée au règlement intérieur. Parce que le règlement intérieur est un outil du travail, c'est un outil de gestion. Parce que ça permet d'adapter l'activité de l'entreprise à la législation du travail. Parce que le Code du travail n'a pas traité tous les cas. Je peux gérer l'absence, bien sûr, à travers le règlement intérieur. Je peux insérer des actes qui sont qualifiés de faute grave dans le règlement intérieur. Donc on peut adapter notre activité à la législation du travail et le règlement intérieur lorsqu'il est adopté par l'employeur en consultation avec les délégués du personnel. Vous remarquez là aussi, le délégué du personnel, il contribue dans l'élaboration de règlements intérieurs, même si leur rôle se limite à la consultation, et il doit être validé par le ministère chargé de l'emploi. Aujourd'hui, la tâche est confiée à la délégation provinciale ou régionale de l'emploi. Donc, il doit être affiché
doit être rédigé en langue arabe et obligatoirement, et en langue française, il n'y a pas de souci, mais il doit être affiché dans un lieu accessible à tous les salariés et le salarié a le droit de réclamer une copie de règlement intérieur et l'employé est dans l'obligation de lui remettre une copie contre des charges. Donc, les décisions d'arbitrage et de jurisprudence. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'arbitrage, parce qu'il y a un grand débat, on a déjà parlé de ça, est-ce que l'arbitrage, les décisions d'arbitrage, ils ont la qualité d'un jugement? Parce qu'ils passent, soit ils sont exécutés, soit ils passent par l'exéquature. Donc, à partir que cette décision est rendue conformément aux règles de procédure civile, c'est une décision, bien sûr, qui a une force probante et qui engage les parties et qui doivent l'honorer. Donc ces décisions d'arbitrage, elles sont opposables bien sûr, et lorsqu'il y a une condition d'arbitrage, le juge ne doit pas statuer, il doit bien sûr, il n'a plus le droit de siéger. Donc si le conflit est soumis au juge, automatiquement sa décision sera une fin de non-recevoir ou les recevabilités parce que les parties ils ont choisi l'arbitrage. Bien sûr, la jurisprudence, comme on a expliqué tout à l'heure, il a un rôle très très important. Ce rôle très important euh, apparaît dans les décisions. Il y a énormément aujourd'hui de décisions rendues par la Cour de cassation. Par exemple, qualifier est-ce que le sommeil dans l'entreprise est une faute grave ou c'est pas une faute grave, on aura l'occasion de parler de ça. Le problème de la personne illettrée, c'est quoi un illettré? Un salarié qui ne sait ni lire ni écrire, même si le législateur a fait un renvoi lorsqu'il a exigé, lorsqu'il s'agit d'un reçu pour solde de tout compte, que ce reçu pour solde de tout compte doit être contresigné par l'inspecteur du travail, mais par rapport au contrat de travail, la signature du salarié, le contrat il doit être rédigé dans quelle langue et quand est-ce que le salarié est illettré, donc le législateur marocain, plutôt la jurisprudence marocaine, a répondu à cette question. Est-ce que l'empreinte est une signature? Est-ce que le cachet est une signature? Bien sûr, le renvoi vers les dispositions de Dahir, des obligations et contrats, et à l'interprétation de la jurisprudence. La même chose, le grand débat sur la surveillance des salariés par la cybersurveillance. Aujourd'hui, les problèmes qui sont liés au Covid-19 et son impact sur la relation du travail. Est-ce que le Covid-19 est un cas de force majeure par rapport aux salariés et par rapport à l'employeur? Donc, on verra lorsqu'on parlera de ces cas. Donc, le rôle de la jurisprudence est un rôle qui est très important dans l'application du code du travail. La même chose par rapport à la coutume et à l'usage, mais à condition ils ne doivent pas contredire la loi. Parce que la règle générale, pas de coutume en matière de règles impératives. On a expliqué que la législation du travail, c'est des règles impératives et c'est des règles d'ordre public relatifs. Ça veut dire qu'on ne peut pas écarter la règle, mais on peut accorder un avantage. Mais je ne peux pas faire travailler un salarié au-delà de 44 heures, sauf s'il s'agit des heures sup. Mais je peux accepter que mon salarié travaille 42 heures. Donc là, la coutume et l'usage. Donc la coutume, bien sûr, comme elle est définie dans le droit civil, c'est lorsqu'il y a la constance et la répétition, il y a l'élément psychologique qui la rend obligatoire. Mais l'usage, c'est cette constance et répétition. Donc la constance et la répétition créent un droit acquis par rapport aux salariés parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont liés aux salariés qui ne figurent pas dans le code du travail et qui sont issus de cette coutume et de cette constance et de cette répétition. On parlera, lorsqu'on traitera le conflit en matière du salaire, on parlera de la prime de panier, on parlera de la prime de Ashura, on parlera des primes qui sont liées à un nombre d'avantages que reçoit le salarié et qui ne sont pas réglementés par le code du travail. Mais lorsqu'on parle de la prime d'ancienneté, non, pas de coutume parce que la prime d'ancienneté est réglementée par le code du travail. Donc après bien sûr la coutume et l'usage, on applique les règles générales du droit. Les règles générales du droit.
Parce que des fois, on peut se référer aux règles générales du droit. Un salarié, par exemple, qui a présenté un CV dans lequel il y a des informations qui sont erronées et qui étaient déterminantes par rapport au recrutement de ce salarié, bah, le juge peut aller et dire, peut dire, bah, je ne vais pas, donc j'appliquerai les règles du droit civil. Parce que c'est un vice de consentement, c'est une erreur sur un élément substantiel, d'une qualité substantielle de la personne. Donc il peut mettre fin au contrat sur la base d'un vice de consentement, à savoir l'erreur. Donc là, on peut appliquer les règles de droit. Et après, bien sûr, le code est fait référence aux principes et règles d'équité. Donc l'équité et les règles, donc le principe et les règles d'équité. Donc là, bien sûr, lorsqu'on parle de, du contentieux, il ne faut jamais oublier que, comme je l'ai soulevé tout à l'heure, que le code du travail est un droit d'ordre public relatif. Donc l'employeur doit respecter la législation du travail. Et il y a aujourd'hui une tendance à ce qu'il y a des règles que le juge, parce que lorsqu'on parle d'une règle impérative, c'est une règle qu'on ne peut pas écarter. Mais une fois qu'il relève de l'ordre public, le juge doit la soulever d'office. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on remarque que le juge soulève d'office le non-respect de la procédure, et soulève d'office le fait de ne pas mentionner le délai de forclusion, parce que le délai de forclusion de 90 jours ou de 90 jours en cas de licenciement, ou de 60 jours en cas de reçu pour solde de tout compte, c'est un délai de forclusion, et le délai de forclusion relève de l'ordre public. Donc il y aura une évolution, et les juges commencent à soulever toute irrégularité en matière du code du travail, bien sûr parce que le juge est aussi lié à une règle fondamentale en matière de règles de procédure civile, à savoir l'article 3 du code de procédure civile qui exige à ce que le juge doit se limiter lorsqu'il statue à la demande des parties. Donc le juge statue dans la limite des demandes des parties, sauf l'exception lorsqu'il s'agit d'une règle d'ordre public. Donc le deuxième règle, c'est que le droit doit être interprété toujours en faveur du salarié. Donc j'imagine, des fois vous avez un délai de préavis dans le code du travail et un délai de préavis dans le décret en cas de démission ou en cas de licenciement. Donc l'intérêt du salarié diffère parce que si le salarié veut quitter l'entreprise, aller chercher un autre emploi, il va chercher à appliquer le délai le plus restreint. Et lorsqu'il est licencié, il va chercher la durée la plus longue pour recevoir une indemnité légale de licenciement. Deuxième aspect qui est très important en matière de conflit, c'est la notion de preuve. Parce que pour le salarié, le législateur adopte et le juge applique surtout la liberté de preuve par rapport au salarié, mais le formalisme pesant par rapport à l'employeur. Si on prend par exemple le cas du salaire, c'est l'employeur qui doit tenir le bulletin de paye, c'est le livre de paye, c'est l'employeur qui doit remettre au salarié le bulletin de paye. Ça veut dire que tous les documents prouvant le salaire, ils sont maîtrisés par l'employeur. Donc on ne peut pas imposer au salarié de prouver le salaire. Il suffit que le salarié prouve la relation du travail et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire. Sinon, le juge peut se contenter de la déclaration du salarié contre la preuve. Donc il renverse ses rôles, il va se faire supporter à l'employeur la charge de la preuve. Et bien sûr, lorsqu'on parle aussi du principe de la non-discrimination, on parle aussi en matière de sanctions. Il y a un principe qui est très important en matière du Code du travail qu'on doit appliquer, c'est que le principe de la légalité, pas de sanctions sans texte de loi. C'est très important parce que les sanctions pécuniaires, ils sont refusées, la dégradation, il est refusée. Donc l'employeur doit se limiter aux sanctions prévues par le Code du travail. Donc il ne peut pas inventer une autre sanction. Donc pas de peine sans texte de loi, pas de mesures conservatoires sans texte de loi. Et d'ailleurs, on verra que des fois, fouiller un salarié, c'est une mesure conservatoire. Mais s'il n'est pas inséré dans le règlement intérieur, elle est nulle. La jurisprudence française qualifie aussi l'alcotest lorsqu'il ne figure pas dans le règlement intérieur, elle est illégale. Donc,
c'est un résumé ou une petite introduction des principes fondamentaux de la législation du travail en général et du code du travail en général et qu'on doit prendre en considération avant pour définir la nature juridique de la règle du droit en matière du droit du travail avant d'entamer bien sûr la compétence et la nature du conflit en matière du droit du travail et de la protection sociale. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.